Salut à tous! Quand on est tout débutant en photo, on fait généralement pas du tout de post-traitement et on fait même du JPEG directement. Et puis un jour, on découvre la puissance du post-traitement et là, souvent, c'est le drame puisqu'on va faire n'importe quoi. On va pousser les curseurs à fond et faire beaucoup d'erreurs. On va voir ensemble les pires erreurs du post-traitement quand on est débutant et comment les éviter. Alors le premier truc qu'on va voir, c'est un grand classique, c'est la désaturation partielle. Donc là, je vous ai pris cette image que j'ai moi-même fait il y a fort longtemps, de bonne foi, en désaturation partielle. Le principe, c'est donc de baisser au maximum la saturation de toutes les couleurs, sauf une pour laquelle on ne va pas toucher à la saturation ou même l'augmenter un petit peu. Alors l'effet produit, ça fait que la photo est entièrement en noir et blanc, sauf sur une couleur. Ça va avoir comme effet de faire énormément ressortir tous les éléments de cette couleur-là. Et c'est le problème, c'est que c'est un effet extrêmement fort. C'est un effet qui manque beaucoup de subtilité, puisque les autres éléments vont quasiment être effacés de la photo. Donc là, je vous ai pris cet exemple-là que j'avais fait il y a longtemps quand j'ai découvert l'outil, et ça n'apporte finalement pas grand-chose à la photo. On a le regard qui est extrêmement attiré par ces rideaux bleus, et le bidon, et ça n'a aucune cohérence finalement. Une autre photo que j'avais fait, j'avais été intéressé par ce chien et par la dame avec son manteau orange, et du coup pour les faire ressortir, encore une fois j'avais pris l'artillerie lourde et j'avais fait la désaturation partielle. L'effet est extrêmement lourd, et en plus ça avait comme effet de faire ressortir le orange qu'il y avait dans les feuilles et sur le bâtiment ici. Ça faisait une photo qui était finalement assez incohérente. Un dernier exemple, ici je trouvais que la voile se détachait particulièrement, et c'est là qu'on voit le problème de la désaturation partielle, c'est que ça renforce quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que finalement, soit la photo est déjà réussie de base et l'élément qu'on veut mettre en avant se détache naturellement, dans ce cas-là finalement il n'y a pas besoin de désaturation partielle, soit c'est un effet forcé, et dans ce cas-là c'est vraiment trop. C'est-à-dire qu'on va essayer de rattraper une photo qui était ratée à la base. Donc je dis pas qu'il faut jamais l'utiliser, parce qu'il y a des cas de désaturation partielle qui peuvent être utilisés à bon escient s'il y a vraiment une intention derrière. Par exemple, j'avais vu le travail de Marion Desterbeck. J'avais trouvé compte ces images relativement intéressantes puisqu'elle se servait de la désaturation partielle pour séparer dans la photo des éléments qui venaient d'une temporalité différente. Donc là, il y a vraiment une intention derrière et ça peut être intéressant. Dans cette photo-là, par exemple, donc je suis assez content, c'est un effet de désaturation partielle qui a été fait de manière beaucoup plus légère, c'est-à-dire c'est de la désaturation partielle finalement. C'est-à-dire que j'ai atténué un petit peu le jaune de cette barre qui était un peu flashy, j'ai atténué un petit peu le violet ici pour faire ressortir le côté très froid de la photo qui correspondait à l'intention que je voulais. La deuxième grosse erreur qu'on fait souvent en tant que débutant, c'est de pousser trop fort les curseurs, en particulier la saturation. Donc quand on pousse la saturation et qu'il y a des visages sur la photo, on se rend vite compte que ça va pas du tout, les gens deviennent orange carotte, c'est dégueulasse. Du coup, on a tendance à avoir une saturation plus raisonnable quand il y a des visages dans la photo. Par contre, si on est sur des photos de paysage, c'est assez facile d'être tenté de pousser le curseur de saturation trop haut, de monter comme ça et de dire waouh, mon image elle claque. Et c'est là qu'il faut savoir se modérer, donc j'ai pris une photo de paysage tout à fait quelconque. Et c'est vrai que si on se laisse tenter par la saturation, on a une image qui claque mais qui est complètement irréaliste. Et du coup ça risque d'être très difficile de rentrer dedans. Troisième point, la clarté négative. Donc quand on découvre le curseur de clarté, on peut être tenté de le baisser comme ça, hop, 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 et d'avoir cet effet flou qui donne un effet, un style particulier à la photo, et on peut se dire, voilà, ça donne un effet un petit peu rêveur, un petit peu flou. Mais dans la plupart des cas, ça n'apporte rien comme intention photographique. C'est juste une photo qui a l'air un peu bizarre, qui a l'air un peu spéciale, mais s'il n'y a pas d'intention particulière, c'est un effet à éviter. Les photos sont généralement bien plus belles, sans clarté négative. Autre utilisation hyper classique de la clarté négative, c'est pour lisser la peau. Donc encore une fois, j'ai pris une photo de moi, j'ai des défauts sur la peau, c'est normal, je vais baisser la clarté et hop. Et voilà, j'ai une peau de bébé. Quand on découvre ce curseur, on dit waouh, c'est génial, je peux supprimer tous les défauts de la peau. Mais en fait, c'est complètement irréaliste. Ça donne une peau de bébé, alors que bon, manifestement, je n'ai plus 2 ans. Et c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie. On peut imaginer que je baisse légèrement, voilà, si je veux vraiment masquer les défauts de ma peau, ce qui n'est pas vraiment mon intention sur mon portrait ici. Mais voilà, avec un peu de modération, on peut avoir un effet qui réduise un petit peu les effets de la peau, ce qui est tout à fait adapté par exemple si on photographie des personnes jeunes. Par contre, j'ai vu des gens qui mettaient de la clarté négative, voire énormément de clarté négative, sur des portraits de personnes âgées. Évidemment, ça fait complètement bizarre. On aurait plutôt tendance à augmenter la clarté pour renforcer un petit peu le côté tragique, dramatique du visage, sans aller trop loin évidemment, parce que ça va faire un peu dégueulasse. Tant qu'on est sur les visages, on peut regarder un autre truc qui est facilement tentant quand on est débutant,
Et il y a même un preset Lightroom pour ça, c'est le renforcement de l'iris. Quand on découvre la photo de portrait et la photo des yeux, on se dit waouh, on peut renforcer l'iris et le rendre bien plus visible. On a tendance à pousser le curseur un peu loin et ça donne ce genre de choses. Bon, j'exagère un petit peu. Voilà, donc c'est normal effectivement que les yeux soient sombres, même pour des yeux clairs. Donc ça peut être intéressant de les éclaircir légèrement pour faire ressortir un petit peu la texture des yeux, d'augmenter un peu la saturation, surtout si c'est des yeux colorés. Voilà, il faut savoir être assez modéré. On voit ça sur un certain nombre d'images, même sur des sites de photos populaires. Par exemple sur Unsplash, on voit des portraits où ça a été poussé un peu fort et on voit aussi qu'il y a un espèce de lissage de la peau assez chelou. Autre technique dont on a tendance à abuser un petit peu quand on débute, c'est le HDR, le High Dynamic Range. Le principe, on prend plusieurs photos à la prise de vue avec des expositions différentes et ensuite on les empile. On peut ensuite pousser les curseurs assez loin et récupérer des couleurs à la fois dans les ombres et dans les hautes lumières. Par exemple, cette photo où il y avait un joli coucher de soleil, je l'ai fait en HDR, j'ai poussé un peu trop loin les curseurs et donc même s'il y avait un joli coucher de soleil, à la fin ça donne un résultat complètement surréaliste qui est pas terrible à mon sens. Alors je dis pas qu'il faut jamais faire de HDR, personnellement j'en fais assez souvent. Quand je fais des photos d'intérieur, par exemple, on a besoin de faire du HDR pour récupérer les fenêtres, comme ici. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, je vous mets le lien au-dessus. Je dis aussi ça quand je fais des photos d'intérieur très sombres avec des écrans. On est obligé de faire du HDR si on veut pouvoir récupérer à la fois l'info de l'écran et l'info de la salle. Pareil, quand je fais des photos de stand, on a des spots hyper puissants ici. Ça se voit pas puisque justement la photo a été faite avec du HDR et a été retouchée. Mais si on veut pas que ça soit tout cramé ici, c'est très utile de faire du HDR, d'autant que là aussi, il y a des écrans, et donc qui dit écran dit forte luminosité, on a aussi besoin de faire du HDR. Mais même si on a fait la photo en HDR, on peut avoir un traitement plus subtil, plus doux, comme celle-ci par exemple. C'est une photo qui a à mon sens plus de douceur, plus de subtilité, plus d'émotion au final que si j'avais poussé à fond les curseurs, ce qui était possible vu qu'elle était faite en HDR à la prise de vue, qui sera moins waouh au premier abord mais qui correspond plus à l'émotion que je voulais faire passer dans cette photo. Donc le HDR, c'est une technique qui est clairement utile, qui permet de dépasser la dynamique limitée du capteur, mais il ne faut pas oublier que l'œil humain a aussi une dynamique limitée. L'œil humain n'est pas capable de percevoir à la fois des détails et des couleurs dans les zones très lumineuses, comme près du coucher de soleil, et à la fois dans les zones à l'ombre, comme en bas à droite. Il faut prendre ça en compte quand on fait le traitement ensuite de la photo, d'avoir à mon sens quelque chose qui soit réaliste pour que les gens puissent rentrer dans la photo, puissent s'imaginer à l'endroit où elle a été prise. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais photographe? Le mauvais photographe, c'est le gars avec un appareil photo, il voit une scène avec trop de contraste, bim, il fait du HDR. Bah oui. Alors que le bon photographe, c'est le gars, tu vois, il a un appareil photo, il voit une scène avec trop de contraste, il fait du HDR, mais c'est un bon photographe. On peut pas les confondre. Voilà, exactement. Dernier point, le vignettage, c'est quelque chose de très pratique et de très utilisé puisque ça permet de ramener l'attention du spectateur sur la zone centrale en baissant le curseur. Mais si on pousse un peu trop fort, on se retrouve avec des espèces de coins noirs qui sont en effet trop forcés et donc on voit vraiment que le vignettage a été ajouté. Donc soit de base la photo est plutôt réussie et l'œil est naturellement attiré vers un élément de la photo et on peut renforcer cet effet-là avec du vignettage, soit il y a un problème fondamental de composition et il y a des choses qui attirent le regard sur le bord de la photo. Et de toute façon, ça, c'est pas avec un simple vignettage qu'on va pouvoir le corriger. Donc le vignettage, c'est un effet très utilisé, très pratique. À la base, c'est un effet naturel de beaucoup d'objectifs, mais qui peut être aussi rajouté en post-traitement. Pareil sur cette photo, où là, au lieu d'utiliser simplement le vignettage, c'est un filtre radial où j'ai mis une valeur d'exposition de -1, ce qui est visiblement vraiment trop fort. Donc ici, il me semble que de base, l'attention du spectateur est déjà bien attirée par ici, sur le personnage. Donc si on veut vraiment le renforcer, on peut très légèrement baisser l'exposition, mais il n'y a pas besoin de pousser le curseur trop loin. C'est un personnage, il a une posture particulière, c'est naturellement le centre d'attention de la photo. L'œil va spontanément se diriger dessus, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Sur le vignettage toujours, on pourrait tenter de mettre du vignettage positif pour donner un petit côté féerique, rêveur à la photo. Généralement, ça marche assez mal puisque l'œil est attiré par les zones les plus claires. Donc l'œil va être attiré par les bords de l'image, alors qu'au contraire, on essaye de plutôt faire rentrer dans l'image en projetant le regard vers le centre ou vers les éléments intéressants. C'est pour ça que le vignettage négatif, le vignettage standard, marche généralement assez bien, puisqu'il va ramener le regard vers le centre de la photo où il y a les choses les plus intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des trucs ou qu'au moins ça vous aura amusé. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait quand vous faites du post-traitement et que vous sentez que vous utilisez un effet de manière forte, dites-vous, est-ce que j'ai déjà vu une grande photographie célèbre ou une photographie d'un grand photographe qui utilise cet effet à ce niveau-là? Si la réponse est non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais ça doit vous mettre la puce à l'oreille et dire peut-être que je vais un peu trop loin. Voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête. Vous pouvez me faire des commentaires ou des critiques juste en dessous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et bonne photo, ciao!